Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, on ouvre un nouveau dossier, un tout autre dossier. Oui, un dossier fondamental parce qu'il ne parle ni de technologie, ni de médecine, ni d'intelligence artificielle. Il parle de ce qui a rendu tout le reste possible. Depuis plusieurs semaines, nous menons ensemble clairement une autopsie méthodique du système. Alimentation industrielle, structuration artificielle du temps, école comme outil de normalisation, médecine transformée en industrie de gestion des symptômes. Tous les liens de ces vidéos sont disponibles en barre de description de celle-ci. Pris isolément, chacun de ces sujets pouvait encore sembler excessif, discutable, idéologique. Pris ensemble, ils ne laissent plus beaucoup de place au doute. Ils dessinent une architecture cohérente. Un système qui n'adapte pas le monde à l'humain, mais l'humain à un monde artificiel. Et à ce stade, il faut arrêter de tourner autour du pot. Vous le savez, sur ma chaîne, on a horreur de ça. Je vais donc partir d'un constat simple, logique et indiscutable. Vous allez voir. Nous vivons dans un système pyramidal, et ce depuis bien plus longtemps que l'ère industrielle. Une concentration extrême du pouvoir, des ressources et de la décision tout en haut de la pyramide. 0,01% de la population possède l'écrasante majorité des ressources de la planète sans que ça n'ait l'air de gêner personne. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une théorie, c'est un fait factuel, c'est un fait structurel. Alors oui, on peut discuter des noms, industriels, grandes familles, élites financières, dynasties, structures plus anciennes encore. Mais pour l'instant, vous allez voir, ce n'est pas vraiment le sujet. Et on va y aller step by step. Le sujet, ce n'est pas qui est au sommet. Le sujet, c'est comment un tel système a pu devenir acceptable, durable, presque invisible pour la majorité. Parce que pour qu'une pyramide tienne, il ne suffit pas d'avoir des gens en haut. Il faut surtout que ceux d'en bas acceptent la forme de la pyramide. Il faut qu'ils aient intégré une certaine définition d'eux-mêmes pour croire que c'est leur place qui leur est attribuée. Et c'est exactement là que ce dossier commence. Car avant de pouvoir contrôler les corps, avant de pouvoir gérer la santé, le travail, le comportement, avant de pouvoir administrer les populations, il a fallu redéfinir ce qu'est un être humain. Et ça, c'était la fondation de tout le système. Il a fallu lui faire oublier une chose essentielle, sa souveraineté. Ce dossier ne cherche pas à désigner pour le moment un coupable ultime. Il cherche à comprendre le terrain idéologique, anthropologique, symbolique sur lequel un tel système a pu se déployer, de façon à le maîtriser et à l'intégrer. Autrement dit, comment l'humain est passé de l'être à la ressource. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, les amis. Alors installez-vous confortablement, on y va, on y go, et c'est maintenant, parce que vous allez voir, c'est un gros dossier. Quand l'humain était encore un être. Et oui, si l'on prend le récit officiel de l'histoire humaine au sérieux, si l'on accepte vraiment ce qu'on nous a enseigné à l'école, à l'université, dans les documentaires, alors une chose devrait être absolument impossible. Que des civilisations extrêmement avancées aient existé à une époque où, selon ce même récit, l'humanité était encore à peine sortie de la survie animale. Parce que c'est ça qu'on nous enseigne à l'école. Parce que vraiment, il faut arrêter de suivre la ligne et regarder bel et bien la chronologie de face. Le récit officiel de l'histoire humaine repose sur une idée simple, répétée jusqu'à l'écœurement. L'humanité aurait progressé lentement, péniblement, presque par accident, en fonction de ses besoins. Un petit poisson sort de l'eau, puis il marche, puis il court, puis il grimpe aux arbres, puis il fabrique des outils grossiers, puis, beaucoup plus tard, par miracle, il invente l'écriture, l'architecture, l'astronomie, la géométrie, l'ingénierie. Je vulgarise, je raccourcis, mais en vérité, c'est ça. C'est ce récit-là qu'on vous a fait entrer dans le crâne à coups de manuels scolaires, de contrôle continu et de diplômes. Et c'est précisément ce récit-là qui ne tient plus une seule seconde dès qu'on le confronte aux faits matériels. Parce qu'il y a un problème immédiat, les amis, un problème grossier, un problème que personne ne veut vraiment contourner sans tricher.
au moment même où, selon ce récit officiel, ce narratif officiel, une grande partie de l'humanité est encore nomade, précaire, engagée dans une lutte quotidienne pour sa survie, au moment où des mammouths arpentent encore certaines régions du globe, il existe déjà des structures qui ne devraient pas être là. Pas des cabanes, pas des villages rudimentaires, mais des complexes monumentaux, pensés, orientés, organisés, construits avec une précision qui, encore aujourd'hui, pose problème. Prenons un instant ce choc chronologique sans l'atténuer. On va partir d'un fait précis, daté, localisé, documenté, et remonter le fil jusqu'à ce que le récit officiel se brise. Et on va commencer par le plus simple et par le plus indiscutable, Göbekli Tepe. Nous sommes dans le sud-est de l'actuelle Turquie, sur un plateau calcaire dominant la plaine mésopotamienne, à une trentaine de kilomètres de la frontière syrienne. Le site est identifié dès les années 1960, mais c'est à partir de 1995 que les fouilles systématiques commencent, sous la direction de l'archéologue allemand Klaus Schmidt, dans un cadre académique parfaitement classique, financé et publié selon les standards scientifiques. Ce que les archéologues mettent alors au jour n'a rien d'ambigu, n'a rien de discutable. Il s'agit de structures monumentales composées de cercles de pierre, organisées avec une rigueur géométrique évidente, au centre desquels se dressent de gigantesques piliers monolithiques en forme de T, certains atteignant plus de 5 mètres de haut et un poids estimé à plus de 20 tonnes. Ces blocs ne sont ni bruts ni approximatifs. Ils sont extraits, taillés, transportés et dressés avec une maîtrise technique qui implique une planification, une coordination collective et un savoir-faire que l'on n'associe absolument pas aux sociétés humaines de cette période. Et oui, la datation au carbone 14 sont claires, répétées, croisées. Göbekli Tepe est construit entre 9600 et 8800 ans avant notre ère. À ce stade, il faut faire un arrêt mental. Car selon le récit officiel enseigné dans les manuels scolaires, à cette époque précise, l'humanité est encore composée de groupes nomades de chasseurs-cueilleurs, les amis, vivant dans un environnement hostile, sans agriculture structurée, sans sédentarité durable, sans hiérarchie sociale complexe, sans écriture, sans métallurgie, sans roues et sans aucune forme d'architecture monumentale. Une partie du globe est encore marquée par la présence d'une mégafaune aujourd'hui disparue. Et l'on nous explique que les besoins élémentaires de survie mobilise l'essentiel de l'énergie humaine. Or, Göbekli Tepe raconte exactement l'inverse. Ces structures ne sont ni des abris, ni des habitations, ni des fortifications. Elles ne répondent à aucune logique utilitaire immédiate. Elles sont orientées, décorées, organisées selon une symbolique répétée, cohérente, insistante. Les piliers sont gravés de bas-reliefs représentant des animaux précisément identifiables. Serpents, renards, sangliers, rapaces, dans un langage iconographique qui suggère non seulement une intention, mais une cosmologie, une vision du monde, un système de représentation partagée. Nous ne sommes pas face à un campement, nous sommes face à un complexe rituel monumental. Et c'est ici que le récit officiel commence à se fissurer sérieusement, à part si vous êtes obtus et que vous faites preuve de mauvaise foi. Car Göbekli Tepe précède l'agriculture. Les couches archéologiques sont sans équivoque. Les temples sont plus anciens que les premières traces de domestication des céréales dans la région. Autrement dit, ce que l'on nous a toujours présenté comme une évidence, l'idée selon laquelle la sédentarité, l'agriculture et la production de surplus auraient permis l'émergence des grandes constructions, est ici strictement inversée. Ce ne sont pas des sociétés agricoles qui ont construit des temples, ce sont des groupes que l'on qualifie encore de primitifs, de sauvages, limite de barbares, qui ont bâti des structures monumentales avant même de cultiver la terre. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent une fois qu'on se fie à la chronologie? Je ne pense pas. Ces seules inversions devraient suffire à provoquer un séisme intellectuel. Car si des groupes de chasseurs-cueilleurs ont été capables de concevoir, planifier et maintenir sur plusieurs générations un chantier de cette ampleur, impliquant une organisation sociale stable, une division du travail, une transmission du savoir et une symbolique commune, alors le modèle évolutif linéaire que l'on nous présente depuis toujours
cesse d'être une explication. Il devient une simplification abusive. Et Göbekli Tepe n'est pas une anomalie isolée qu'on pourrait balayer d'un revers de main. J'ai saccagé le nom 10 fois, excusez-moi. Il est simplement le plus ancien site connu à ce jour à poser ce problème de manière aussi frontale. Le plus ancien, mais pas le seul. La véritable question n'est donc pas de savoir si Göbekli Tepe est étrange, exceptionnel ou fascinant. Vous allez voir que ce n'est finalement pas vraiment le cas. Mais la vraie question est beaucoup plus dérangeante. Qu'est-ce qui ne rentre pas dans notre modèle de l'histoire humaine pour que ce site, pourtant donc parfaitement documenté, soit traité comme une curiosité marginale plutôt que comme un point de départ à reconsidérer pour interroger à nouveau l'histoire. Car il n'y a que 2 options possibles à ça. Soit Göbekli Tepe relève d'un miracle organisationnel inexplicable, surgi de nulle part, puis disparu sans descendance, soit notre compréhension de l'histoire humaine est profondément incomplète, volontairement fragmentée ou construite autour d'hypothèses devenues intouchables. Et lorsqu'un récit a besoin de miracles répétés pour tenir debout, ce n'est plus une théorie scientifique, c'est un dogme. Göbekli Tepe existe, il est daté, il est fouillé, il est publié, il peut plus être nié. Et s'il dérange autant, ce n'est peut-être pas parce qu'il contredit quelques détails secondaires, mais parce qu'il suggère quelque chose de beaucoup plus subversif. L'idée que l'humanité n'a pas commencé dans l'ignorance brute pour progresser lentement vers la conscience, mais au contraire, qu'elle a pu connaître à certaines périodes, des niveaux de structuration, de symbolisation et de rapport au monde que notre modernité industrielle a tout intérêt à considérer comme impossible. Si Göbekli Tepe était un cas isolé, on pourrait encore tenter de l'absorber, de le neutraliser, de le ranger dans la catégorie rassurante de l'exception. Mais comme j'étais un petit peu en train de vous le teaser, il ne l'est absolument pas. Car à plusieurs milliers de kilomètres de là, et à plusieurs millénaires plus tard, selon la chronologie officielle bien sûr, mais dans une continuité troublante sur le plan symbolique et technique, une autre civilisation pose exactement le même problème, à une échelle cette fois impossible à minimiser. Vous l'avez compris, je parle bien évidemment de l'Égypte ancienne. Dans le récit scolaire classique, l'histoire est bien huilée. Après des millénaires d'errance primitive, l'humanité aurait lentement appris à se regrouper, à cultiver la terre, à bâtir des villages, puis des villes, puis presque par accident, à produire une civilisation complexe, hiérarchisée, architecturale. Or, lorsque l'Égypte entre dans l'histoire, elle n'entre pas dans l'histoire progressivement. Elle apparaît déjà complète. Et ça n'a jamais choqué personne, on dirait. Les premières grandes dynasties égyptiennes aux alentours de moins 1300 avant notre ère ne montrent aucun tâtonnement. Pas de phase expérimentale visible, pas de balbutiements architecturaux, pas d'évolution lente et maladroite vers la maîtrise de la pierre. Non. Dès le départ, on trouve un État structuré, une administration, une religion codifiée, une écriture fonctionnelle, une cosmologie cohérente et une architecture monumentale. Et surtout, un savoir technique qui pose un problème immédiat. Car les grandes pyramides de Gizeh, en particulier celles de Khéops, ne sont pas des constructions simples mais massives, comme on aime parfois le dire pour rassurer. Elles sont des ouvrages d'ingénierie d'une précision extrême. Les blocs, dont certains pèsent plusieurs dizaines de tonnes, sont ajustés avec une exactitude qui tolère à peine le passage d'une lame de rasoir. L'orientation de la pyramide est alignée avec les points cardinaux avec une précision que même nos instruments modernes peinent à dépasser. Tout cela, selon le récit officiel, aurait été accompli sans roues fonctionnelles pour le transport lourd, sans fer, sans machines complexes, sans optique de précision et par une société que l'on nous décrit pourtant comme encore très proche de la nature, du mythe et de la superstition. Mais où est la logique ? Il faut ici poser calmement la question que l'on évite toujours. En tout cas, ceux qui veulent surtout pas sortir de leur petit confort, de leur petite boîte. Que faisait le reste du monde à cette époque alors que l'Égypte était déjà établie ? Car pendant que l'Égypte taille, transporte et assemble des millions de tonnes de pierres avec une cohérence géométrique parfaite, une grande partie de l'Europe vit encore dans des structures en bois, sans écriture, sans architecture monumentale durable, sans mathématiques avancées. Et enfin, dites-vous quand même que lorsque les pyramides avaient déjà 1000 ans, il y avait encore des mammouths sur quelques endroits sur Terre. Le contraste est brutal. Il n'est pas progressif, les amis, il est abyssal. Et surtout, il est soudain.
L'Égypte, je le répète, n'est pas une civilisation qui apprend lentement à construire. C'est une civilisation qui semble hériter d'un savoir déjà structuré. Les textes eux-mêmes parlent d'un âge antérieur, d'un temps mythique où les dieux régnaient, où le savoir était transmis, non inventé. Longtemps, cette dimension a été reléguée au rang de symbolisme religieux sans réelle portée historique. Mais là encore, le problème est exactement le même que pour Göbekli Tepe. Pourquoi tant de maîtrise, si tôt, sans phase préparatoire visible? Pourquoi une telle obsession de l'orientation céleste, de l'alignement, de la mesure du temps et de l'espace dans une humanité que l'on nous décrit officiellement comme encore largement préoccupée par sa simple survie matérielle? Et surtout, pourquoi cette connaissance apparaît-elle déjà mature, avant même que l'on considère comme les fondations normales du progrès technologique? À ce stade, l'inconfort devient bel et bien structurel. Car plus on accumule ces exemples, moins ils ressemblent à des anomalies, et plus ils dessinent un motif. Un motif que l'on retrouve ailleurs, sous d'autres latitudes, avec les mêmes constantes. Architecture monumentale, savoir astronomique symbolique, universel, rupture brutale avec l'environnement culturel supposé de l'époque. Göbekli Tepe n'était pas un accident, l'Égypte n'est pas une exception. Et lorsque l'exception devient récurrente, ce n'est plus le fait qu'il faut interroger, mais le cadre dans lequel on essaie désespérément de le faire entrer. Parce que ce n'est pas tout, les amis. Lorsqu'on tourne le regard vers le sous-continent indien, le récit officiel commence littéralement à se fissurer et cette fois-ci de toutes parts. Simple. Prenons un autre fait, brut, documenté, indiscutable. Au cœur de New Delhi se dresse un objet que personne ne conteste, que personne ne nie, que personne ne peut balayer d'un revers de main. Le pilier de fer de Delhi. Un pilier de plus de 7 mètres de haut, pesant environ 6 tonnes, érigé il y a au moins 16 siècles. Un pilier composé de fer quasiment pur, exposé aux intempéries depuis plus d'1 millénaire et qui ne rouille pas. Pas un qui rouille peu, pas un qui a été restauré. Il ne rouille pas. Ce pilier est étudié depuis le 19e siècle, analysé, mesuré, disséqué par des métallurgistes modernes. Sa résistance exceptionnelle s'explique par une maîtrise extrêmement fine de la composition du métal, de sa structure cristalline, de la gestion du phosphore et de l'oxydation. Une maîtrise que l'industrie occidentale n'a réellement comprise et partiellement reproduite, qu'avec l'essor de la métallurgie industrielle moderne. Et là, une question s'impose qu'on évite soigneusement de poser. Comment une civilisation que l'on nous présente comme pré-scientifique, pré-industrielle, presque naïve dans sa compréhension de la matière, produit-elle un objet que la science moderne a mis des siècles à expliquer, mais qui est même pas capable d'expliquer? Parce que devinez les amis, ce que faisait le reste du monde à cette même époque. À quoi ressemblait la technologie dominante ailleurs dans le monde quand eux ils faisaient cet obélix? Eh bien, dans de vastes régions de la planète, le fer est encore fragile, oxydable, réservé à des usages rudimentaires. Alors qu'ici, il est travaillé avec une précision qui traverse les siècles sans se dégrader. Ce n'est pas une prouesse isolée, c'est bel et bien un indice. Et lorsqu'on quitte la matière pour rentrer dans l'espace, vous allez voir, l'énigme devient encore plus difficile à contenir. À Ellora, dans l'ouest de l'Inde, se trouve le temple de Kailasa, un édifice qui n'a pas été construit au sens classique du terme, mais creusé intégralement dans la roche. Taillé depuis le sommet vers la base, un monolithe négatif, retiré de la montagne, représentant plus de 200 000 tonnes de pierre extraites sans erreur structurelle, sans effondrement, sans correction visible. Le temple est daté du 8e siècle. Rendez-vous compte et regardez les détails. Normalement, j'aurais pu vous mettre des petits films, sachant que c'est très compliqué d'avoir des images d'illustration avec les droits d'auteur, etc., etc. Je ferai au mieux parce que celui-là, il est absolument bluffant. Il présente une symétrie parfaite, une cohérence architecturale totale, des proportions maîtrisées, des sculptures internes complexes intégrées à la structure même du monument. Ce détail est essentiel. On ne taille pas un édifice de cette ampleur à l'intuition. On ne creuse pas du haut vers le bas sans une vision globale achevée dès le premier geste.
Or, aucun plan n'a été retrouvé, aucune version expérimentale n'a non plus été retrouvée, aucun temple raté servant de brouillon ou de tentative n'a été retrouvé. Tout laisse penser que ceux qui ont conçu Kay-Lhasa savaient exactement ce qu'ils faisaient avant même de commencer. Et là encore, la comparaison devient dérangeante. À la même époque, ailleurs dans le monde, l'architecture monumentale progresse lentement, pierre après pierre, avec des marges d'erreur, des reprises, des effondrements partiels, et j'en passe. Alors qu'en Inde, on agit comme si la forme finale était déjà présente dans l'esprit, comme si l'édifice existait avant même d'être libéré de la roche. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de conception. Mais le point le plus déstabilisant n'est ni dans le fer ni dans la pierre, il est cette fois dans les textes. Car parallèlement à ces réalisations matérielles, l'Inde ancienne a produit un corpus de connaissances qui ne correspond en rien à l'image d'une humanité en train d'apprendre à penser. Les textes védiques décrivent un monde fondé sur le temps cyclique, non linéaire. Ils parlent d'âges successifs, immenses, s'étendant sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. Ils décrivent une humanité qui se dégrade au fil des cycles, qui perd progressivement ses capacités, sa conscience, son lien au réel. C'est l'inverse exact de ce que l'on nous a enseigné à l'école. À l'école, on nous apprend que l'homme progresse, qu'il part de l'animalité brute pour s'élever lentement vers la raison, la technique, la science. Ici, on nous parle d'un être humain qui n'invente pas le savoir, mais qui le reçoit, le transmet, puis l'oublie. Et ce discours n'est pas marginal, il est cohérent avec l'architecture. Et ça, même les plus obtus pourront pas le nier. Cohérent avec la symbolique, cohérent avec la médecine traditionnelle qui considère le corps comme un système global, relié au cosmos, au rythme, à l'équilibre, bien loin de la vision mécaniste moderne. À ce stade, une évidence commence à s'imposer, même chez ceux qui résistent encore. En tout cas, je l'espère, parce que là, c'est des preuves. Le problème n'est plus de discuter le niveau de sophistication de ces civilisations anciennes. Le problème est de comprendre avancer par rapport à quoi ? Avancer par rapport à l'image que nous avons fabriquée d'un passé misérable, primitif, hésitant. Avancer par rapport à un récit qui exige que l'humanité commence dans la boue pour rendre acceptable ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Car si l'on accepte, ne serait-ce qu'un instant, l'idée qu'il a existé dans l'ancien monde, des sociétés capables de maîtriser la matière, l'espace, le temps et surtout le sens à un niveau que nous avons perdu, alors forcément, quelque chose se fissure. Pas un détail, pas une date, pas même une théorie, la définition même de l'humain. Et avec elle, l'idée qu'il aurait fallu l'éduquer, le corriger, le normaliser, le prendre en charge, comme si sa nature première était un défaut à réparer. Peut-être, les amis, que l'humain n'a en fait jamais été construit. Peut-être que l'humain a été rétréci, réduit dans ce qu'il savait, réduit dans ce qu'il percevait, réduit dans ce qu'il croyait être. Et ce glissement de l'être vers quelque chose à encadrer, corriger, optimiser, contrôler, n'explique pas seulement l'époque moderne. Il explique la docilité, il explique l'acceptation, il explique le consentement. C'est ici que quelque chose d'essentiel doit être posé clairement. L'important aujourd'hui n'est pas de nommer précisément ce qui agit dans l'ombre, qu'il s'agisse d'élites, de dynasties, de structures financières ou de toute autre chose encore. L'important, c'est d'admettre qu'il y a de l'ombre, de comprendre d'où vient cette ombre et surtout de voir tout ce qu'il a fallu falsifier, effacer, ridiculiser dans la définition de l'humain pour que cette ombre devienne compatible avec le monde industriel qui s'est imposé, qui a été imposé par les élites. Car un être humain souverain, conscient de son corps, relié au sens, ancré dans une vision non fragmentée du vivant, n'est forcément pas administrable, il n'est pas prévisible, il n'est pas docile, il n'est pas contrôlable. Et c'est précisément pour cela qu'avant de pouvoir contrôler les corps, les comportements, la santé ou les populations, comme on l'a vu dans mes autres vidéos, il a fallu faire quelque chose de beaucoup plus radical.
il a fallu effacer quelque chose de bien plus dangereux. Il a fallu faire oublier qui nous étions, la mémoire de ce que nous étions réellement. Et c'est cela maintenant que je vous propose de disséquer, les amis, dans mes prochains dossiers. Dans la prochaine vidéo, nous n'allons pas parler de technologie, nous n'allons pas parler d'industrie, nous n'allons pas parler de pouvoir au sens strict du terme. Nous allons disséquer le moment de la rupture, le moment idéologique, le moment où l'humain a cessé d'être perçu comme un être vivant, symbolique et souverain, pour devenir une machine à corriger, une variable à gérer, une ressource à optimiser. Parce que ce n'est qu'en comprenant ce basculement-là que tout le reste, absolument tout le reste considéré la majorité des temps comme conspirationniste, devient lisible. Allez, maintenant c'est à vous les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'ai hâte de lire vos commentaires. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, prenez s'il vous plaît un instant pour liker, commenter, partager. Pas par flatterie, ni par ego, je vous promets. Simplement parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'algorithme ne comprend qu'une chose, l'interaction. Il ne lit ni les intentions, ni les silences. Si vous découvrez la chaîne, pareil, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte rien, littéralement. Ça vous prend 2 secondes et ça peut vraiment faire la différence. Ce clic, c'est pareil, c'est pas un applaudissement. Ça veut même pas forcément dire que vous êtes complètement d'accord avec ce que je présente. Mais par contre, c'est un vrai signal envoyé à YouTube qui dit que ce type de contenu mérite d'exister et d'être montré. Et vous le savez, plus une vidéo circule, plus les idées se croisent, se confrontent, se nuancent, s'enrichissent. Et ça, pour les petits créateurs de contenu comme moi, ça fait vraiment beaucoup de différence. Alors merci du fond du cœur à celles et à ceux qui prennent ce temps-là. Merci à ceux qui commentent avec intelligence, même et surtout lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Et merci à ceux qui soutiennent sans bruit, simplement en cliquant. Parce qu'au fond, c'est ainsi que les contenus indépendants tiennent. Et parfois, c'est aussi comme ça que certaines vérités inconfortables finissent par trouver leur chemin. Et vu que j'ai tout repris du début, en plus, vous voyez ma volonté, parce que je vous l'ai déjà expliqué, je le réexplique pour ceux qui y arriveraient et qui prendraient tout ça en cours, à un moment donné, j'en avais assez que chaque fois que j'expose des théories à base de faits, à base d'interrogations, à base de fissures du narratif officiel, fissures, ceux qui m'ont redemandé, j'ai parlé d'ailleurs de mon livre Les fissures du réel dans ma dernière vidéo, et vous m'avez dit, mais t'as pas dit où il était dispo. Donc Les fissures du réel, mon livre, toujours disponible sur Amazon. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'en avais assez, parce que je me suis dit, les gens perdent leur énergie à ne pas comprendre les vidéos, parce que d'entrée de jeu, ils s'offusquent et ils se braquent en se disant, mais ça n'a pas de sens, tout ça servirait à quoi? Dans quel but? Parce que sans but, sans explication, sans cadre, force est de constater que ça peut être difficilement entendable parce que quand tu n'as pas de motif, pourquoi tout ça aurait été mis en place? Donc, je reprends les bases. Dites-moi si ça vous plaît, et j'ai hâte de vous lire. En attendant que l'on se retrouve jeudi prochain pour notre vidéo en 3 actus insolites de la semaine, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.